Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Nous, aujourd'hui, les recruteurs chez GuideGuardian, ils sont responsables de leurs prospects, entre guillemets, sur toute la chaîne, de bout en bout. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Louise, comment vas-tu ? Salut Alexis, bien et toi ? Ça va très très bien, on est dans un beau vendredi ensoleillé d'octobre, on n'est pas au même endroit, moi je dis, on en rigolait, je suis dans l'ensoleillé 94 en ce moment à Villejuif et il fait vraiment très beau et toi, si je ne m'abuse, tu es dans le sud ? Exactement, je suis dans le sud de la France à Toulon en ce moment, j'ai pris une petite semaine de télétravail. Ok, et ça a l'air vraiment, vraiment très sympa ce genre de temps quand on est dans le Sud. Écoute Louise, déjà un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. On remercie aussi Léo qui nous a mis en relation, donc Léo Bernard. Et si tu le veux bien, que ce soit GuideGuardian ou toi-même, je te laisserai volontiers prendre quelques minutes pour présenter et l'entreprise et toi-même, parce que tu le feras beaucoup mieux que moi, j'en suis sûr. Avec plaisir, merci beaucoup de me recevoir Alexis. C'est un plaisir de faire ce podcast avec toi. Alors, pour vous parler un peu de GuideGuardian pour commencer, ça va être plus facile. GuideGuardian, c'est une startup de cybersécurité de maturité post-série B. On a levé 44 millions de dollars en décembre dernier. Concrètement, c'est un SaaS qui se concentre sur la détection de secrets dans le code source. Donc, on va envoyer des mails d'alerte at scale à des centaines de milliers de développeurs et d'équipes de sécurité pour les avertir d'une faille de sécurité présente et les initier et les aider à remédier à ces failles de sécurité. Donc voilà pour ce qui est de GuideGuardian. Aujourd'hui, on est une centaine de personnes. Quand je suis arrivée, on était une vingtaine de personnes dans l'entreprise. Donc, on a bien grandi. Donc, pour info, c'était il y a 2 ans et demi. J'ai un tout petit peu moins de 3 ans de boîte chez GuideGuardian. Et qu'est-ce que tu faisais avant GuideGuardian ? Alors, en peu de mots, on ne déroule pas le CV, mais juste ça me rend curieux. Alors moi j'ai un parcours, pour ceux qui nous écoutent, qui est hautement non conventionnel. C'est-à-dire que moi, à la base, j'ai fait une école de mode post-bac. Donc, j'ai appris le dessin et la couture pendant 3 ans et ensuite, j'ai travaillé pendant 5 ans dans la mode en tant que styliste. Donc, mon métier, c'était de dessiner des collections de prêt-à-porter. Et donc, c'est complètement par hasard que je me suis retrouvée dans la Startup Nation. J'ai été cooptée en interne chez GuideGuardian et sur un rôle à l'époque assez hybride entre le support, le recrutement, les RH, etc. Et puis, petit à petit, j'ai pris naturellement un rôle de recruteuse full-time chez GuideGuardian. Donc, c'est surtout ça dont on va parler aujourd'hui. Oui, tout à fait. Le stylisme est un sujet qui m'intéresse énormément, mais je vous cache pas que... Non, c'est vrai en plus, mais cet épisode, on ne va pas parler de ça, parce que, vous l'avez compris, vous avez lancé l'épisode, vous êtes en train de lire l'article potentiellement, on va rentrer en détail dans le sourcing. Et laissez-moi vous dire que ça va être incroyable. Je te mets aucune pression, Louise, mais... Là, on serait face à la daronne, à la reine du sourcing que je ne serais absolument pas surpris. Je sais, le stress, Louise, le stress. Donc, plus pragmatiquement, le sourcing, évidemment, phase absolument cruciale de tout recrutement, une phase qui est compliquée. Donc, l'idée, ça va être de rentrer en détail sur les meilleures pratiques qui existent. On va, je laisserai Louise l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais on va avoir une approche qui est très exhaustive, très pas à pas. On va essayer de vraiment bien séparer le mouvement de proche en proche pour ne rien louper de cette phase qui est effectivement très importante, mais qui fait s'arracher pas mal de cheveux. C'est bon, on est parti ? On est parti. Eh bien, je te laisse commencer. Déjà, est-ce que tu as peut-être un disclaimer, une intro, une mise en introduction que tu as envie de faire sur ce sujet-là ? Parce que bon, GuideGuardian, ce n'est pas effectivement toutes les boîtes. J'imagine que vous êtes aussi sur des profils particuliers. Donc, une remise en contexte de celles et ceux qui nous écoutent, même s'ils ont compris ce que c'est que l'entreprise, par rapport à tout ce qui va suivre sur les sujets de sourcing.
Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, effectivement, gros disclaimer là-dessus, je ne suis pas une pro du sourcing. Il y a des personnes qui sont sourceurs professionnels et qui font ça encore bien mieux que moi. Donc, voilà, ça retire un petit peu de pression de le préciser. Toutes les méthodes, en tout cas, que je vais vous présenter après, c'est vraiment un peu notre recette magique qui fonctionne très bien en interne. C'est des choses qui fonctionnent bien par rapport à notre stade de maturité, à aussi notre branding, à nos objectifs aussi de recrutement. J'imagine bien qu'il y a énormément de méthodologies qui sont très différentes et qui ne correspondraient pas d'ailleurs à la maturité de Lead Guardian. Donc voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes. L'idée, c'est simplement de vous partager ce qui a fonctionné chez nous, ce qui nous a vraiment retiré des énormes pain points. Voilà. Et ensuite, en termes de contexte, les profils qu'on recrute, bien qu'on soit une startup de cyber, sont pas tant des profils spécialisés dans la cybersécurité. On recrute les mêmes profils que toutes les grandes startups parisiennes. Donc, en ça, on est en concurrence sur le recrutement avec toutes les startups de Paris. Voilà, on recrute des développeurs, des SRE, des product managers, des product designers, des fonctions support, des commerciaux. Voilà, tous les job titles assez communs qu'on peut trouver en startup, en tout cas. Ok, donc ne nous laissons pas impressionner par la verticale cybersécurité. Vous êtes dans la même galère que tout le monde. Vous chassez les mêmes animaux et vous essayez d'attirer les mêmes animaux également, c'est ça? Exactement, tout à fait. Donc, on va commencer par la base. Le sourcing, c'est quoi? Pas en mode définition de dictionnaire, mais plutôt, ça commence où, ça termine où dans le cycle de recrutement? Oui, c'est une excellente question. Alors, le sourcing, ça va être... donc, moi, je fais beaucoup le parallèle avec les fonctions commerciales entre l'inbound et l'outbound. Le sourcing, ça va être l'action d'aller chercher des personnes et de les convaincre de venir faire des process de recrutement ou travailler chez nous. On en a besoin dans un contexte dans lequel on ne reçoit pas suffisamment de candidatures qualifiées pour pourvoir un poste et dans laquelle on ne peut pas, donc en sales, ce qu'on définit l'inbound, c'est-à-dire des personnes qui viennent à nous et dans lequel on a besoin d'aller chercher ces personnes-là, donc à faire de l'outbound. Donc ça va consister à clairement faire des campagnes d'outreach pour aller chercher des personnes qui ne sont pas nécessairement en recherche de travail et les convaincre de venir passer des process de recrutement avec nous. Donc, si vous n'êtes pas trop familière avec le vocabulaire sales, juste un petit glossaire. L'outbound, c'est aller chercher des prospects, donc des leads. Donc, typiquement, faire du démarchage sur LinkedIn, sur mail, sur téléphone, potentiellement. On pourrait considérer que arrêter les gens dans la rue pour des ONG, c'est de l'outbound, hein, concrètement. C'est la même chose. L'inbound, c'est faire des actions qui font en sorte que les prospects viennent à vous. Donc typiquement, demain, vous contactez Yann Hiro parce que vous avez entendu ce podcast et vous vous dites c'est super bien. C'est une action d'inbound. On a produit du contenu qui apporte de la valeur à l'écosystème et vous nous contactez, vous nous reconnaissez comme cela. Et donc ce que tu dis, c'est que déjà, il y a une notion de le sourcing devient une nécessité ou en tout cas un levier complémentaire quasi obligatoire à partir du moment où quelque part la demande qu'on a en interne de postes à pourvoir excède le niveau d'offres de candidature spontanée ou non et de candidature à des offres qui sont présentées sur un job board ou Welcome to the Jungle ou que sais-je. À partir de ce moment-là, on est obligé entre guillemets d'augmenter le volume de candidats et de candidates par le sourcing, c'est ça? Oui, exactement. Ok. Concrètement, est-ce que comment on aborde la méthodologie de sourcing, les bonnes techniques, les bonnes pratiques de sourcing? Je pose la question, je vais même sortir un peu du bois avant tout cela. Pourquoi est-ce que je te dis pas directement par quoi on commence? Parce que si on prend le parallèle sales, par exemple, avant même de dire par quoi on commence sur les sales, il y a une notion d'organisation. La plupart des équipes sales sont organisées selon un paradigme qui a été plus ou moins créé par Salesforce et qui a été popularisé par le bouquin Predictable Revenue, qui est une organisation des équipes sales par cycle. Il y a les SDR, Sales Development Representative, qui sont en fait ceux qui vont générer des leads, les account exécutifs qui les closent, les account managers qui développent des comptes. En recrutement, en HR, en people, on peut utiliser ça. On peut avoir des sourceurs, des sourceuses, des choses comme ça. On peut avoir aussi une version qui est plus, on va dire, full stack, ou dans laquelle les recruteurs, les recruteuses font un peu tout. Toi, tu te positionnes comment dans ton expérience à Guide Guardian là-dessus? En gros, la méthodologie de sourcing elle-même vit dans quel environnement selon toi?
C'est une excellente question. Alors, nous, on a une équipe qui est encore une petite équipe dans laquelle on est 4 personnes. On a 3 recruteurs plus moi-même. Et donc, on n'a pas suffisamment encore scalé l'équipe et on fait pas face non plus à des besoins de recrutement qui sont tels qu'on aurait besoin de diviser encore toute la chaîne à prendre une personne spécialisée effectivement en sourcing qui ferait l'équivalent d'un job de SDR, puis ensuite des recruteurs, etc., etc. Et des coordinateurs au milieu, souvent qui font la coordination, qui schedulent les rendez-vous, etc. Nous, aujourd'hui, les recruteurs chez Lead Guardian, ils sont responsables de leurs prospects, entre guillemets, sur toute la chaîne, de bout en bout. C'est-à-dire que déjà, pour commencer, on a des objectifs qui sont définis par quarter, qui sont issus de l'hiring plan, enfin de notre plan de recrutement, pardon pour le franglais. Ce plan de recrutement est directement basé sur nos objectifs à atteindre, donc sur le business plan de l'entreprise. Donc en ça, on est vraiment une équipe très, très, très business oriented. Et d'ailleurs, en interne, on reporte directement au CEO. On ne fait pas vraiment partie de l'équipe RH. On a un positionnement un petit peu spécial chez Lead Guardian par rapport à ça. Et donc, les recruteurs, déjà, on travaille par un système de ticketing, c'est-à-dire que pour avoir une bonne méthode et pour être sûr que le travail soit bien fait, qu'on arrive à closer nos objectifs et nos recrutements dans le temps qui nous est imparti, on attribue un nombre maximum de recrutements à faire par recruteur en parallèle. C'est-à-dire qu'on considère qu'un recruteur ne peut pas bien recruter, ne peut pas bien suivre ses candidats ou bien sourcer pour plus de 4 à 6 rôles différents en parallèle. Sachant que ces 4 à 6 rôles, on peut étirer légèrement cette bande passante quand on a des job titles qui se dupliquent. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, j'ai une personne de mon équipe qui doit recruter 2 ou 3 commerciaux, puis 3 autres job titles différents. Bon, bah, l'action de sourcing qui va être mise en place pour recruter ces commerciaux, elle est exactement la même qu'on en recrute un ou qu'on en recrute 3. Donc, on considère qu'on peut un petit peu étirer notre bande passante comme ça. Donc, pour commencer, bien qu'on soit effectivement sur ce modèle, entre guillemets, full stack ou 360, suivant comment on l'appelle, chaque recruteur déjà a un système de ticketing qui lui est attribué et dès l'instant où il pourvoit un recrutement, alors il y a un autre recrutement qui lui est attribué. Et on fonctionne comme ça jusqu'à la fin de l'année. Et on a besoin de ce système. Alors attends, parenthèse, je suis déjà fasciné. Hein. Mais moi, c'est ma cam, hein, cette manière d'organiser les choses. Donc évidemment, je suis très très client. Donc juste pour comprendre, Oui. on refait la séquence. Le business, désolé pour les anglicismes, mais bon, on va faire ça. Le business plan crée le hiring plan. On sait qu'on veut aller là sous 18 mois et donc il faut recruter XXXXX. En tout cas, il y a des postes à pourvoir. On va voir si c'est de l'interne, de l'externe, des choses. Et après, on verra. Et ça crée un backlog d'offres à pourvoir. Et toi, tu sais que dans votre équipe de 4, vous êtes full cycle et que en parallèle, en dessous de 4, c'est pas assez. Au-dessus de 6, c'est beaucoup, à part s'il y a duplication sur les rôles. Donc, on prend les postes à pourvoir les uns après les autres. J'imagine qu'il y a une manière de prioriser cela. Tu m'en parleras après, peut-être. En gros, on les prend les uns après les autres. Et dès que c'est bon, en fait, tu as développé un slot quelque part dans ta capacité, dans ta bande passante. Et donc, tu prends un autre job, quoi. Yes, exactement. C'est exactement ça. Ça, on en a besoin quand on a une équipe de recrutement qui est légèrement sous-dimensionnée par rapport aux objectifs de recrutement globaux. C'est-à-dire que si, là, en l'occurrence, c'est plus le cas. Maintenant qu'on est 4, on a une équipe de recrutement qui est très bien dimensionnée par rapport à nos besoins. C'est-à-dire que ça nous permet de pas avoir à trop prioriser à l'échelle d'un quarter. On arrive à gérer tous ces recrutements en parallèle à l'échelle de l'équipe. Mais si jamais on avait du churn chez nous, donc on va dire des personnes qui partent et qu'il faut remplacer en plus et qui viennent s'empiler au-dessus de nos objectifs de recrutement, alors là, effectivement, on rentre encore plus dans le besoin d'avoir ce système de ticketing. Ok. Et question peut-être à moins que ça mette longtemps à répondre, parce que c'est vraiment anecdotique. Comment on priorise ? Alors, c'est pas les recruteurs qui priorisent, tout simplement parce que nous, on a une vision effectivement assez 360 degrés de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a une petite équipe qui recrute pour tous les départements de la boîte. Donc, on va recruter pour les sales, le marketing, l'engineering, le product, la finance, on va recruter pour tous les départements. Donc, si moi, j'ai tous les membres de mon codir qui sont chacun représentants des départements et qui viennent me voir en me disant « Oui, ça c'est urgent, ça c'est urgent, ça c'est urgent », à la fin, moi, n'étant pas le fondateur, fondatrice de l'entreprise ou n'étant pas un des dirigeants, je ne suis pas capable à ma simple hauteur, entre guillemets, de dire « Ah bah voilà, le product, c'est plus important que le marketing ou que l'engineering ». Donc, ces priorisations-là, elles sont faites au niveau de la direction et elles sont faites en bonne intelligence pour pouvoir nous permettre de nourrir les objectifs de l'entreprise. Par contre, ensuite, la façon dont on va dispatcher les recrutements entre les recruteurs,
Ça, on essaye de le faire de plusieurs façons. En fait, déjà, chaque recruteur a des petites préférences. Donc, l'idée, c'est que chacun puisse se faire plaisir. Ensuite, pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, je sais que c'est pas le cas des boîtes qui scaleront plus tard, ou qui ont déjà scalé, mais pour l'instant, c'est souhaitable pour moi que tous les recruteurs de l'équipe recrutent sur tous les job titles différents, sur tous les départements différents. Tout simplement parce que, imaginons que sur 100 recrutements à l'année, on en a, je dis n'importe quoi, 30 en engineering, et qu'on arrive à tous les closer à la fin du premier quarter, et qu'à la fin, il reste que des recrutements qui ne sont pas de l'engineering à faire, et que j'ai un recruteur qui ne veut faire que ça, et ben, je vais pas pouvoir le faire travailler sur le reste de l'année. Et donc, d'un point de vue stratégique, pour l'instant, chez nous, ce n'est pas encore souhaitable. Plus tard, quand on aura encore plus de recrutement à faire, plus de recruteurs, là, on commencera à diviser un peu les recruteurs en deux thématiques, on va dire, une thématique plutôt technique et puis une thématique plutôt business et fonction support. Mais pour l'instant, chez nous, on n'y est pas encore. Donc, peut-être que ça peut aider les personnes d'une taille similaire qui nous écoutent. Et ensuite, l'idée, c'est que chacun puisse se faire plaisir, de rentabiliser les interlocuteurs aussi. Un recruteur qui va recruter pour 4 départements différents et qui va peut-être du coup avoir 8 interlocuteurs de recrutement, 8 interviewers, ça va être compliqué à gérer. Donc, on va essayer de rentabiliser le nombre d'interlocuteurs et voilà. Et la difficulté des positions à recruter aussi. J'ai une dernière question avant qu'on commence à rentrer dans le dur du sourcing, parce que c'est aussi évidemment de l'organisation qui permet d'optimiser globalement et les ressources et le rythme. Dans le parallèle sales, qui est donc une inspiration évidente, comme tu le précisais, est-ce que vous avez des objets ? Est-ce que vous avez au-delà du fait que vous vous attribuez les différents candidates, les différents postes à pourvoir selon un système de ticketing, à quel point vous poussez l'aspiration sales en ayant soit des objets sur, j'en sais rien moi, du temps, du cycle d'attribution du job, ce genre de choses, ou pour toi, est-ce que vous l'avez étudié, est-ce que vous l'avez juste pas étudié, ça me rend curieux. Oui, c'est une excellente question. Aujourd'hui, on est encore dans une problématique dans laquelle nos objectifs sont relativement simples. C'est-à-dire qu'on a tous du variable en tant que recruteur dans nos rémunérations et qui représente 10% du package global. D'ailleurs, je vais être très transparente là-dessus. Et ce variable-là, il est attribué en fonction de plein de choses en tout cas, ça va se diviser entre le savoir-être et le savoir-faire. Mais ça va être principalement la réussite de l'atteinte de ces objectifs. Donc, nous, contrairement à des objectifs commerciaux, c'est là où il y a une immense différence entre les recruteurs et les sales, c'est que les sales ont pour but de closer le plus de contrats possible, le plus possible. Et très souvent, ils sont commission-based et non capés, c'est-à-dire que tant qu'ils signent, ils touchent du variable. Et on peut tout à fait voir pourquoi ça serait problématique pour des talent acquisition, ça. Et exactement. Moi, en tant que Head of Talent Acquisition chez Guardian, mon job, ce n'est pas de recruter, je le dis souvent, le plus grand nombre de personnes. Mon job, c'est de m'assurer que le plan de recrutement il soit respecté dans les temps et qu'il soit pas non plus dépassé, ou en tout cas s'il est dépassé, que ça a été anticipé, que ça a été approuvé, puisque ça représente en final du budget, des ressources qui impacteront l'entreprise sur 2-3 années plus tard, suivant les projections de notre business plan. Donc mon but, c'est de faire aussi un tri et que les recruteurs sachent recruter les bonnes personnes et filtrer aussi les bonnes personnes. C'est très important. Ensuite, pour ce qui est de ta question initiale concernant les métriques, aujourd'hui, oui, ces métriques, on en suit 2 principalement. Ça va être le average time to hire et le average time to fill. Donc, le average time to hire, ça va être le nombre moyen en jours ouvrés qu'un candidat passe dans notre process de recrutement, qu'il soit embauché ou qu'il soit rejeté. Et ensuite, le average time to fill, ça va être le nombre moyen en jours dans lequel on va mettre une position. Oui, pardon, je pense en anglais. Le nombre moyen en jour, je vais y arriver, que l'on va mettre pour pouvoir une position. Donc, à partir du moment où on ouvre une offre et à partir du moment où on close cette offre. Aujourd'hui, ces métriques-là, c'est des métriques que l'on mesure, que l'on observe, mais sur lesquelles on n'a pas encore d'objectif. Tout simplement parce que on a toujours réussi, quarter après quarter, à remplir nos objectifs de recrutement. Donc aujourd'hui, ça va plutôt être une photo de notre performance qu'on va suivre, mais c'est une évidence que dans le futur, on mettra des objectifs par rapport à ça.
Ok, très bien. Presque 20 minutes d'interview. On va commencer à parler du sourcing. On rentre dans l'étape 1, promis, mais c'est des fondations qui sont extrêmement importantes. Merci Louise de m'avoir expliqué tout ça, d'avoir répondu à toutes mes questions un petit peu naïves volontairement. Comment on commence? Là, on a attaqué, le ticket tombe, boum, il faut recruter telle personne. Enfin, il y a tel job offer à pourvoir. Qu'est-ce qu'on fait? Yes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est qu'on va... bon, alors, je reprends vraiment les fondamentaux. On écrit une fiche de poste. Oui. On met en point ensuite donc une scorecard qui va être, on va dire, le portrait robot idéal de la personne qu'on souhaite recruter en termes de compétences. On brief le recruteur. C'est extrêmement important. Chez nous, les recruteurs agissent vraiment comme des business partners. Le but, ça va être pour eux d'amener leurs connaissances marché. Ça va être aussi pour eux de challenger un petit peu le hiring manager en le faisant réfléchir, en s'assurant aussi que les critères, on va pouvoir les trouver. Et ensuite, on va diffuser ces offres. C'est hyper important. Donc là, comme on va parler de sourcing, on va partir du principe que malgré le fait qu'on ait diffusé nos offres partout, qu'on ait communiqué, qu'on ait fait de l'employer branding, de la cooptation, etc., on est quand même en pénurie de candidats qualifiés et donc on va devoir développer une approche directe qui va être du sourcing. Oui, tout à fait. Donc, on a la job offer, on a la scorecard, on a c'est un truc qui est propre, bien défini, etc. On l'a diffusé sur les principales plateformes. Juste par simplicité, tu peux nous partager les grands classiques selon les postes. Enfin, on a la Welcome to the Jungle pour l'image employeur. Vas-y, en peu de mots. Yes. Alors, Welcome to the Jungle se positionne maintenant comme un média, mais c'est bien sûr une job board, des personnes postulent dessus. Et nous, on a un excellent ROI avec Welcome to the Jungle d'ailleurs. On multidiffuse nos offres simultanément sur LinkedIn, Google, Indeed, Monster. Après, on sait aussi qu'il y a énormément de job boards qui relaient nos offres aussi sur Internet de façon, ce qui échappe d'ailleurs un petit peu à notre contrôle, mais il y a des plateformes, des job boards spécialisés dans les startups ou dans les entreprises qui font du remote, qui proposent du remote, etc., qui relaient aussi nos offres. Ok, donc ça c'est bon. On n'a pas trouvé où le volume de candidates n'est pas suffisamment satisfaisant. Enfin bref, en tout cas, on est obligé d'aller sourcer, donc on y va. Exactement, on y va. Donc là, la difficulté principale à laquelle font face beaucoup de recruteurs, c'est que, ils savent contacter les personnes, généralement, ils savent à peu près quoi leur dire, mais ils n'ont pas de méthodologie et donc, rapidement, ils génèrent pas suffisamment de candidats qualifiés. Rapidement, ils se découragent et rapidement, l'offre à pourvoir reste ouverte trop longtemps et ensuite, les jobs s'accumulent les uns sur les autres. Et il n'y a pas d'organisation, mauvaise organisation personnelle, mauvaise organisation au sein de l'équipe et ça devient compliqué. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de vous partager, on va dire 2 choses. 1, la méthode et 2, les outils qui peuvent aussi vous aider. Donc, tous les outils dont je vais vous parler plus tard sont des outils qui sont payants, qui souvent proposent des trials gratuits. Mais en tout cas, la méthode, même sans les outils, va déjà vous permettre de pouvoir augmenter votre ROI. Ça, j'en suis persuadée. Ok, moi je t'écoute, je te laisse dérouler, je suis tout oui. Ok, très clair. Alors, je vais vous parler alors, on va prendre 2 méthodes. La première, ça va être une méthode de volume et la deuxième, ça va être une méthode au contraire ultra ciblée. Donc, si on prend un poste à pourvoir donc on va reparler des métriques dont on a parlé plus tôt. On sait qu'on souhaite qu'un candidat ne reste pas plus de 30 jours en moyenne dans un process de recrutement et on ne souhaite pas qu'une offre reste ouverte plus de 45 jours environ, donc à 1 mois et demi. Donc, dans une première méthode dans laquelle on va faire du volume et dans laquelle on ne souhaite pas déplacer nos métriques, à savoir un average time to fill d'environ 45 jours et un average to hire d'environ 30 jours. Ça veut dire qu'à partir du moment où on va ouvrir le poste, si on considère qu'un candidat reste en moyenne 30 jours dans un process de recrutement et qu'on doit pourvoir le poste en 45 jours, ça veut dire que les 15 premiers jours, ce sont les jours dans lesquels il faut absolument remplir le pipe, donc faire rentrer des candidats qualifiés dans le pipe. Donc, c'est en 15 jours qu'on va faire en sorte de remplir le plus possible ce vivier de candidats-candidates, quoi. Exactement. Donc, pour faire ça, on va donc ce que je me suis appliqué à moi-même comme méthode et ensuite ce que j'ai transmis à mon équipe, c'est assez simple. Donc la première chose, déjà, c'est qu'on va établir une audience.
Donc une audience, qu'est-ce que c'est? Donc là, je vais faire un peu le parallèle avec le marketing. Concrètement, c'est une certaine population de personnes, et plus précisément une liste de personnes qu'on a review et que l'on sait qu'on souhaite absolument contacter pour pouvoir leur proposer le poste en question. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va d'abord établir une stratégie de sourcing, c'est-à-dire qu'on va se dire ok, je prends un exemple vraiment lambda. Imaginons on recrute un commercial chez Guide Guardian. On sait qu'il faut qu'il ait une expérience dans notre industrie. On sait qu'il faut qu'il parle un excellent anglais. On va essayer de réfléchir déjà avant de se lancer sur LinkedIn. Bien évidemment, il n'y a pas de secret, mais sur une spreadsheet à part, on va réfléchir au champ lexical, on va écrire nos booléens, on va réfléchir aux filtres qu'on va appliquer plus tard dans LinkedIn et à où est-ce qu'on peut trouver ces personnes-là. Une fois qu'on a une image mentale de où est-ce qu'on va les trouver, bien évidemment, on va commencer nos recherches. Donc là, on va aller sur LinkedIn qui représente la plus grande database de candidats possible pour nous. Je fais un tout petit arrêt sur image là-dessus. Est-ce que c'est une réalité de dire, pour simplifier les choses pour celles et ceux qui nous écoutent, que dans les stratégies de sourcing, si on démarre, que ne nous compliquons pas la vie, LinkedIn? Ou est-ce que c'est pas si vrai que ça va dépendre des profils? Alors, si demain... Alors, la méthode que je vais vous partager, elle est, pour moi, elle est extrêmement efficace pour recruter toutes les personnes qui sont présentes sur LinkedIn. Si demain, je devais recruter, je ne sais pas, des bouchers ou... oui, là, impossible. Je ne pense pas du tout que je ferais ça et je vous déconseillerais d'utiliser cette méthode. Ouais, d'où la question... d'où la question préliminaire de où sont ces gens? Les sales sont vraisemblablement sur LinkedIn. Exactement, oui, tout à fait. Ok, donc vas-y, suis-moi, je te laisse reprendre. Non, je t'en prie. De toute façon, à travers une rapide recherche sur LinkedIn, on est capable d'avoir une idée un petit peu de la démographie de personnes qui s'y trouvent et de la taille de l'échantillon dans laquelle on va aller chercher. En deçà d'une certaine taille d'échantillon, ce qui n'est jamais arrivé, effectivement, ce sera peut-être pas pertinent d'aller voir sur LinkedIn. Donc, on va commencer à segmenter toutes ces listes de personnes qu'on a envie de contacter. Donc, concrètement, ce que je conseille, c'est de créer une audience. Donc, une audience, concrètement, ça va être une liste de personnes qu'on souhaite contacter, qui soit pas trop grande. La taille idéale pour moi, et j'ai mis très longtemps à la trouver, c'est entre 80 et 100 personnes, on va dire 80, 120 personnes maximum que je souhaite contacter. Ces personnes-là, évidemment, je vais aller voir leur profil un à un à la main pour m'assurer qu'elles correspondent vraiment bien au profil ou en tout cas au poste que je souhaite pourvoir. Ça va me demander du temps de review ces personnes-là une à une. C'est pour ça qu'on ne va pas créer des audiences qui vont faire 300 personnes. On va essayer de passer maximum 1 minute par profil et donc sur 100 personnes, ça fait déjà 100 minutes. Donc c'est beaucoup déjà de temps accordé au sourcing. Donc une fois qu'on a construit donc ce que nous on appelle chez nous en interne une liste de prospects, on va devoir donc on va la mettre de côté cette liste dans un premier temps et ensuite on va s'attaquer au copywriting. Donc concrètement le copywriting ça va être les messages qu'on va leur envoyer pour les convaincre de nous accorder un petit peu de leur temps pour qu'on puisse leur pitcher le poste à pourvoir et ensuite les faire rentrer dans un process de recrutement. Donc là, c'est une partie qui pour moi est extrêmement importante parce que si après tout le temps qu'on aura passé à vraiment réfléchir à une scorecard, se synchroniser avec le hiring manager, bien écrire une stratégie de sourcing, cibler une audience qualitative, etc., qu'on aura review à la main, si on écrit des messages qui sont pas pertinents, qui sont génériques ou pauvres en sens, eh ben, on va complètement tuer le temps qu'on aura passé à construire cette audience. Donc pour moi, je pense que ce serait même l'étape la plus importante en soi. Quand vous allez rencontrer une personne, n'importe où dans un événement, dans la rue, bien évidemment que vous n'allez pas leur dire des choses génériques et des phrases préfabriquées. Donc là, il va falloir se poser les bonnes questions. Et donc, j'ai quelques petits tips à partager aussi pour écrire un bon copywriting. Pour l'instant, déroule tout, qu'on ait un peu la vision globale, et je vais te poser 1 million de questions, t'imagines bien. Très clair. Donc, concrètement, déjà, pour contacter des personnes, il faut que vous prévoyiez des relances. C'est extrêmement important. On va écrire des messages qui vont pas être des messages isolés. On va écrire des séquences de messages. Donc, c'est-à-dire que si moi, j'ai envie de rentrer en contact avec toi, je vais t'envoyer un premier message, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Puis en fait, je pourrais t'en envoyer un nombre très important. Il n'y a pas de nombre idéal de combien de messages est-ce qu'il faut envoyer. En fait, tant que vous vous êtes pas pris un red flag d'une personne, vous vous êtes pas fait incendier, vous ne pouvez pas déduire le nombre de messages idéal à
envoyer. Très souvent, dans des séquences commerciales, c'est des métriques qui sont assez connues. Parfois, c'est au bout du 4e ou 5e message qu'un prospect répond de façon positive ou négative. Chez nous, on en envoie environ 3 à 4 suivant les profils. Avant de commencer à écrire tout ça, ce qui est hyper important, c'est de comprendre son persona. C'est-à-dire que, je reprends mon exemple, je recrute un commercial pour travailler chez nous. Je vais devoir me mettre dans la peau du commercial et de me dire, bon, si j'étais commercial, qu'est-ce qui me motiverait et qu'est-ce qui me démotiverait. Ça va permettre de mettre l'accent sur les bonnes choses. Si je pose, et je pose souvent la question aux personnes qui travaillent avec moi, aux recruteurs qui travaillent avec moi, qu'est-ce qui motive telle personne, telle persona? Et souvent, si j'ai des réponses assez génériques du type le poste, la mission, le salaire, c'est pas suffisamment spécifique parce que bien sûr le poste, la mission, le salaire, c'est ce qui va motiver ou démotiver n'importe quel poste que l'on va chercher à pourvoir. Par contre, un commercial, si je reprends mon exemple, il a tout intérêt à aller dans une entreprise dans laquelle la taille des contrats est grande, puisque ça voudra dire qu'il touchera des commissions supérieures. Peut-être que s'il bénéficie de justement business development, enfin de SDR ou BizDev en amont, ça lui simplifiera la tâche parce qu'il n'aura que entre guillemets à accompagner et closer des deals. Peut-être qu'à contrario, du coup, ce qui pourrait le démotiver, ce serait de faire de la prospection en plus. L'idée, c'est de comprendre vraiment concrètement qu'est-ce qui va motiver cette personne. Et tant qu'on n'a pas la réponse à cette question, notre copywriting, on est sûr, mais sûr qu'il aura un ROI qui sera très très faible. Parce que ce qu'on va dire, ça va être vraiment gratuit. Du coup, les quelques tips que je vous aurais, c'est déjà bien comprendre votre persona dans les détails. Si vous ne savez pas ce qui motive ou démotive les rôles que vous recrutez, allez poser des questions aux personnes qui travaillent avec vous en interne. Allez interviewer, faire de la discovery sur des jobs. Et c'est encore le plus simple. Demandez aux gens qu'est-ce qui leur fait plaisir dans leur travail, qu'est-ce qui au contraire les embête, représente des difficultés, etc. Ça permet aussi d'anticiper les objections des candidats qui reviendront vers vous. Ensuite, je dirais que relire à voix haute ce qu'on écrit, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on voit beaucoup il y a une uniformisation un peu dans les messages d'approche, soit très formel avec beaucoup de vouvoiements et beaucoup de structure, soit plutôt start-up, très informel avec des emojis partout. Dans les deux cas, entre guillemets, ça traduit une certaine forme de template. Je dis souvent que un bon copywriting, c'est un peu, pour les filles qui nous écoutent, comme le make-up, un make-up nude très naturel. C'est hyper difficile à avoir, c'est hyper structuré, on y a passé du temps. Alors qu'un mauvais make-up qui va se voir tout de suite et qui va être très criard, on va le remarquer instantanément. Donc pour moi, le copywriting, ça se transfère un petit peu par rapport à ça. L'idée, c'est de vraiment bien réfléchir, fignoler son message, retirer tous les mots qui sont gratuits, les mots de liaison qui pourraient être enlevés. Relativement structurer son texte, mais qu'il soit court ou qu'il soit long, ça n'a vraiment aucune importance tant que ce que vous allez amener, ça va être substantiel, qu'il va y avoir vraiment de la valeur. N'écrivez vraiment rien de gratuit. Et ensuite, ne dites pas tout de suite, puisque comme on va relancer les personnes, on va leur écrire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Tous les arguments, entre guillemets, que vous allez présenter à votre persona, ce serait dommage de les mettre tous dans le premier message. Déjà, la personne qui va vous lire, certainement qu'elle va pas tout retenir. Et en plus, vous allez avoir besoin de vous rappeler à elle plusieurs fois. Et donc, l'idée, ça va être de distiller tous ces arguments au sein des plusieurs messages. Vous pouvez également mettre le profil LinkedIn du futur N+1 de la personne que vous allez recruter. Vous pouvez donner plus de détails sur par exemple, citer des personnes qui travaillent chez vous, qui sont ambassadeurs de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, un peu comme à la façon d'un commercial qui partagerait des testimonials. Il y a vraiment plein de petites choses sympas qu'on peut faire pour en tout cas amener un message qui va avoir de la valeur. Donc, si je synthétise, on a établi une stratégie de sourcing, on a défini une audience, on a défini un copywriting. Donc, ce copywriting, oui, dernière chose très importante bien sûr à faire, c'est que suivant le canal de communication que vous allez employer pour rentrer en contact avec les personnes, donc ça peut être du LinkedIn, ça peut être du mail, ça peut être du SMS, ça peut être, il y en a qui sont très créatifs qui font ça sur WhatsApp, enfin, même par lettre, j'ai envie de vous dire, qu'importe, il faut que votre copywriting soit adapté au canal, c'est très important. Sur LinkedIn, on peut pas forcément, on peut pas incorporer des liens dans du texte. Si on met plusieurs liens, il y a tous les aperçus de liens vont pas s'afficher. Par mail, on peut structurer l'information de façon meilleure. Par SMS, on aura des previews de SMS sur votre portable qui ressembleront pas aux autres messages, etc. Donc, l'idée, c'est de bien sûr toujours adapter sa communication à son canal. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on va passer à l'action et on va en fait commencer ce qu'on appelle une campagne d'outreach, c'est-à-dire qu'on va donc contacter
entre guillemets massivement. Je prends Toute bien l'audience, ouais. voilà, notre audience n'est pas non plus massive, mais on va contacter cette audience. Et en fait, très souvent, ce que je vois, et donc vous voyez, la prise de contact, elle arrive en fait loin dans la méthode, elle arrive à la fin, c'est l'aboutissement du fait qu'on a matché 3 éléments entre eux qui sont un copywriting, une audience et une stratégie de prise de contact. Et très souvent, ce qu'on observe, c'est des recruteurs qui, malheureusement, en fait, font tout ça en flux tendu. Préparent pas forcément leur copywriting à l'avance, contactent les personnes au fur et à mesure, perdent le fil de où ils en sont, qui est-ce qu'il faut relancer plus tard, etc., etc. Et au final, comme c'est pas fait de façon séquentialisée, mais que c'est fait tout en parallèle avec beaucoup de context switching, et bien à la fin on est perdu. Et c'est là qu'on se démotive et c'est là qu'on n'a pas suffisamment de candidats. Et en plus, on ne va pas pouvoir mesurer, entre guillemets, le ROI d'une campagne. Et donc ensuite vient le fameux débat qui me tient vraiment énormément à cœur de est-ce qu'on personnalise ou pas ces messages. C'est une question que personnellement je n'ai jamais compris. C'est une évidence que quand vous contactez des personnes, le message que vous allez leur donner, il est adapté pour ces personnes. Et après, il y a une différence énorme entre adapter un message pour une personne, donc passer potentiellement 10 minutes à écrire un message pour une seule personne, donc multiplier ça fois 100, c'est énorme, versus écrire un message qui va très bien s'adapter à 50 personnes, 60 personnes, 100 personnes. C'est notre audience. Et donc, dans les deux cas, il n'y a pas dans les deux cas, il y a de la personnalisation. C'est juste que tout est dans l'art de montrer que toute cette audience-là, en fait, déjà, c'est forcément des personnes que vous avez chassées en même temps, enfin, que vous avez identifiées en même temps. Donc, elles ont tout un point commun. Et donc, il y a forcément quelque chose que vous pouvez dire qui va s'appliquer à ce type de personnes-là. C'était magistral déjà, Louise. Là. tu as tout déroulé. On va évidemment reprendre et diguer un peu dans chaque étape. Ouais. Et je te propose de diguer sous 2 angles. Ouais. L'angle de plein de petites questions que je vais te poser sur comment on affine ça, et 2 sur les outils. Ouais. Parce que on est en 2022. Évidemment, on peut faire tout ça à la main avec un carnet, des tableaux Excel, des choses comme ça. En 2022, on peut mettre du nitro dans son moteur. Il y a plein de trucs sur lesquels on peut accélérer à fond les ballons. Donc, si tu le veux bien, on garde en tête qu'on est encore sur une stratégie de volume, parce qu'il y a d'autres stratégies dont on va parler juste après. Et on reprend point par point des petites questions supplémentaires ou les outils qui vont avec. Ça te va ? Ouais, parfait. Ok, parce que là déjà, je pense que tout le monde est par terre sur sa chaise là en se disant ok, c'était bien dense, c'était nickel. Alors donc étape 1, on se rappelle, hein, on a un hiring plan, on comprend le persona, on se met dans la tête de son persona, on pose des questions au manager. Je vous renvoie à l'excellent épisode qu'on a enregistré avec oh là là, non, j'ai un trou de mémoire de chez Miracle, chez Rubin, Laura Cherubin de chez Miracle, sur comment recruter des techs. Et effectivement, c'est la technique. Typiquement, les techs, c'est une population qui est tellement courtisée qu'à partir du moment où vous montrez que vous les connaissez mieux que tous les autres, entre guillemets, clampins qui les contactent, vous avez déjà fait un bond en avant de cinglé. Donc évidemment, ne serait-ce que commencer par comprendre que ça veut rien dire les techs. Un data analyst, front-end, back-end, architecte, tout ça, c'est pas le même monde du tout. Donc évidemment, on a fait ça. À cette étape-là, moi, j'ai pas particulièrement de questions. Hein, c'est un travail d'empathie déjà pour commencer, de recherche, de détective. Il faut parler à des gens qui font le job. Il faut parler à des gens qui sont déjà en poste chez vous, leur poser des questions, être curieux, curieuse. Est-ce que tu as des outils qui soutiennent ça, ou c'est plus tard qu'on met en marche les tronçonneuses? Non, on peut mettre des outils à chaque niveau de cette stratégie. Ouais, sur celle-là, qu'est-ce que t'as comme dans ton sac à dos là? Alors j'en ai plein. Déjà, allez, vas-y. Donc juste étape persona, hein, on est d'accord. Ah, compréhension. Ah bah non, bah là je te circonscris à l'étape compréhension du besoin persona. Non, à l'étape persona, j'ai pas d'outil magique. En fait, il faut aller chercher l'information là où elle se trouve. Si vous voulez rentrer en contact, je dis n'importe quoi, avec des RH, et que vous en avez pas dans votre entreprise, allez en démarcher sur LinkedIn pour dans une démarche de poser des questions, allez rejoindre des communautés Slack aussi pour poser vos questions, c'est hyper important. Et ça se décline pour absolument tous les personas. Aujourd'hui, il y a énormément de super podcasts, comme Human Factor aussi, qui permet de mieux comprendre on va dire un peu la psychologie et les environnements de travail des uns et des autres. Donc franchement, recherchez, puis Google est votre ami. Hein, on trouve aussi plein de choses, plein de contenus qualitatifs dessus. Là, on est dans du quali, on n'est pas dans du quanti, effectivement, et on l'assume.
Étape 2, on établit sa stratégie de sourcing, on est en train de partir en quête de la construction de son audience, donc on commence à faire des petites recherches par rapport aux personas qu'on a définis. Moi, j'avais bien noté, on regarde 5 à 10 profils LinkedIn pour commencer à se faire un peu une idée des mots-clés qu'on va devoir utiliser pour construire son audience. Là, pareil, tu as des choses particulières à part, bon, effectivement, tu nous as bien dit, définir le champ lexical, les mots-clés, les intitulés de poste, comme compétences, acronymes, expressions, enfin tout ce qui va nous servir plus tard, soit sur le copywriting, soit pour construire l'audience. Est-ce qu'il existe des outils qui soutiennent ça, ou on est encore dans la phase quali et donc c'est plus, entre guillemets, prendre le temps de bien explorer? Il y a les deux. Moi, ce que j'aime bien faire, j'aime bien me baser sur un fichier qui a été qui a été créé par Pierre-André Fortin. Il a un super site internet qui s'appelle Free Sourcing Tools, et concrètement, c'est une spreadsheet qui s'appelle un Boolean Builder, et dans lequel vous allez rentrer tout un champ lexical de mots-clés, et on va vous générer automatiquement, grâce à des formules, des requêtes booléennes. Moi, je l'utilise de deux façons. Donc, soit je l'utilise effectivement par paresse pour automatiquement me générer des requêtes, soit je retire certaines formules et je vais me créer un onglet par job title, et à l'intérieur de cet onglet, en fait, c'est ce qui va me servir de brouillon, en fait, quelque part sur lequel je vais vraiment prendre le temps d'écrire mes booléens, complexifier mes chaînes si nécessaire, et je vais surtout le faire en dehors de LinkedIn volontairement, parce qu'un outil, et ça c'est le pouvoir des outils extraordinaires, c'est qu'ils enferment la réflexion à l'intérieur, ils enferment votre réflexion à l'intérieur de leur fonctionnement quelque part. Et nous, on veut pas ça. À cette étape-là, on veut rester créatif. On veut penser avec son bon sens, avec toutes les informations qu'on a reçues en amont. Donc, vous pouvez aller checker freesourcingtools.fr, le Boolean Builder de Pierre-André Fortin. Je cherchais, je vais le retrouver, je le mettrai peut-être dans la description de l'épisode. J'avais un outil de ce genre-là qui permettait de traduire un peu ce que vous avez en tête en booléen LinkedIn, plus ou moins. C'est peut-être celui-là en réalité. Ok, donc là, on arrive au moment où on construit les audiences. Là, j'imagine qu'il y a plein d'outils. C'est parce que c'est le moment où effectivement, on a fait un peu de chemin depuis le papier et le stylo, hein, globalement. Peut-être, moi, j'aurais quelques questions quand même, des questions peut-être très naïves, mais c'est à ça que je sers sur ce podcast. Première chose, est-ce qu'on fait une différence entre les gens en poste ou les gens en recherche à ce stade-là, où tu les considères exactement de la même manière, tu fais un vivier et on verra bien ce qui se passe? Non, moi, je fais pas ça. Déjà, tout simplement parce que la licence LinkedIn que j'utilise, c'est une licence qui s'appelle Sales Navigator, qui ne permet pas ça. C'est une licence plutôt orientée commerciale. Et sur laquelle, alors peut-être que les personnes qui utilisent Recruiter ont une opinion très différente de moi, mais même les personnes qui se déclarent en recherche, fondamentalement ne peuvent plus l'être. Et puis c'est aussi dommage de se limiter à certains profils qui sont par défaut en recherche, alors que d'autres personnes qui pourraient tout à fait être convaincues facilement. Non, je fais aucun filtre, je me laisse aucune limite en fait à cette étape. Et puis en plus, il y a d'autres façons aussi de trouver effectivement des personnes qui sont potentiellement open to work en recherchant par mots-clés, etc. Mais c'est pas du tout quelque chose que personnellement je fais. C'est peut-être un tort, hein, tout est débattable. Ouais, non, mais on vérifie. Jusqu'à présent, ça vous a plutôt bien réussi, hein, l'approche. Donc, je constate. Je me posais juste cette question. Ok. C'est quoi les tools qu'on utilise à partir de cette étape-là? Yes. Donc, pour établir son audience, concrètement, nous, on travaille beaucoup sur LinkedIn, tout simplement parce que qu'importe où vous allez chercher votre audience, que ce soit sur Meetup, sur Dribbble, Kaggle, n'importe quel CVTech, etc. Généralement, vous allez à un moment donné extraire cette donnée et vous allez essayer de la recroiser en recherchant des profils LinkedIn pour essayer de contacter ces personnes, soit sur LinkedIn, soit sur leur mail, etc. Et donc, à chaque fois, on revient sur LinkedIn. Donc, nous, on va suivant les profils, partons du principe qu'on fait assez simple et on commence par ici. Donc, on utilise une licence qui est payante, qui s'appelle LinkedIn Sales Navigator. On va construire des listes de prospects, donc des lead lists, et qu'on va review ensuite à la main pour s'assurer que les personnes qu'on a présélectionnées sont bien les personnes qu'on a envie de contacter. Et ensuite, cette liste-là, on va pas la laisser dans LinkedIn, parce que l'étape d'après, ça va être d'extraire de la donnée de LinkedIn, c'est-à-dire de trouver des informations personnelles qui vont nous permettre d'entrer en contact avec ces personnes, puis de les contacter effectivement. Donc, on va extraire ces lead lists avec, à l'aide de Phantom Buster, par exemple, ou de Text-AU aussi, dont
dont on parle un peu plus récemment, qui se positionne un peu comme concurrent de Phantom Buster. En tout cas, on va utiliser des bots qui vont faire ça pour nous et on va sortir cette information de LinkedIn. Ok, donc on reprend, on construit l'information initiale sur LinkedIn grâce à Sales Navigator. Puis on va pas rester sur Sales Nav et donc sur LinkedIn. Ensuite, on va extraire ça et on peut utiliser Phantom Buster ou Text.au, c'est ça? Exactement. Et l'enrichissement de données, parce que tu parlais d'aller récupérer de la data pour enrichir tes profils. Un, tu le fais pourquoi? Question naïve. Deux, tu le fais avec quoi? Parce que j'imagine que tu as des outils qui te permettent de faire ça. Oui. Alors, encore une fois, là, on présente cette méthode-là d'une façon très, très, très segmentée avec plein d'outils différents. Mais certaines plateformes sont plus complètes que d'autres. Parfois, vous pouvez interfacer les outils entre eux, etc. Mais on va dire que de façon séquentielle. Tu fais bien de le dire. Tout ça, quand vous avez l'habitude, je prends juste, il y en a un certain nombre que j'utilise, dont Phantom Buster, c'est invisible. Hein. Une fois qu'on a setupé le truc, ça se fait tout seul après. Exactement. Donc concrètement, pourquoi on enrichit sa donnée? Donc déjà, enrichir la donnée, ça signifie concrètement partir d'une information initiale, donc là en l'occurrence un compte LinkedIn, un profil LinkedIn, et trouver plus d'informations personnelles sur le compte LinkedIn d'une personne. Donc nous, ce qu'on va évidemment chercher à trouver, ça va être des numéros de téléphone, des adresses mail, des profils GitHub, si c'est des développeurs, des profils Behance pour des designers par exemple, des sites personnels, etc. Et donc là, il y a plein de sites, vraiment, il y a énormément de sites qui vous permettent de faire ça, qui ont généralement tous des trials gratuits. Donc nous, on peut utiliser par exemple Hunter.io, Casper, Lusha, Contact Out, Phantom Buster aussi, bien sûr, Text.au, bien sûr, Captain Data, etc., etc. Il y a vraiment énormément d'outils qui ont tous des positionnements un peu différents. Généralement, c'est pas des outils qui ont des positionnements liés au recrutement, c'est plutôt des outils qui ont des positionnements liés au marketing ou liés au sales. Donc, si vous faites vos recherches Google, allez-vous plutôt vous intéresser à des stacks de business development, de SDR ou de marketing automation outreach. Ok, on le redit, hein, si ça vous fait un peu tourner la tête, on peut tout à fait faire ça à la main. Il n'y a pas de problème, hein. Donc on ne se laisse pas impressionner et à la limite tester les outils les uns après les autres jusqu'à ce que vous compreniez vraiment à quel point ils vous facilitent la vie. Règle générale de l'automation, c'est aller plus vite sur un truc qui marche déjà. Donc on fait le truc à la main, on comprend, puis on se dit bah tiens cette étape-là je peux l'accélérer grâce à ce truc-là et donc on le fait après, on le fait pas dans l'autre sens parce que sinon c'est là où on fait des bêtises. Oui exactement, les outils ne sauvent personne. En fait un outil sans méthode ou sans les bons contacts de toute façon ne vous donnera absolument aucun résultat. Ok. Donc, on a extrait son audience, ok, très bien. Là, on rentre dans l'étape qui mixe à la fois la séquence, donc combien de relances, dans quel sens, sur quel canal, est-ce que ça va être LinkedIn, est-ce que ça va être WhatsApp, est-ce que ça va être mail, est-ce que ça va être autre chose, et le copywriting. Je commence sur le copywriting parce que tu l'as dit et je rejoins totalement. Forcément, moi j'ai une casquette aussi multiple en tant que chef d'entreprise, dont commercial. Et le copywriting, c'est peut-être l'une des compétences les plus importantes pour quasiment tous les jobs. C'est vraiment très important. Si vous l'avez jamais vu écrit, donc on parle bien de copywriting, on est en train d'écrire de la copie et pas copyright comme le côté légal. Globalement, moi j'aime bien synthétiser ça en disant c'est écrire pour convaincre. À l'origine, c'est employé par les publicitaires. C'était comment en très peu de mots on crée de l'influence. Donc après, on pourrait débattre, c'est bien, c'est pas bien. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun débat. C'est du feu. Avec du feu, on peut se réchauffer sa bouffe ou on peut brûler un village. Les deux existent. C'est un outil. Donc c'est pas la question. C'est comment écrire de manière beaucoup plus impactante. Quelqu'un qui n'a jamais pensé copywriting et qui ne s'est jamais penché sur le sujet, qu'est-ce que tu lui donnes comme parcours de formation pour se jeter à l'eau là-dessus? J'ai une réponse à cette question aussi, mais je serais curieux d'avoir la tienne. Et soyons clairs, je parle bien de la compétence copywriting au global. Il s'avère que là, tu vas l'utiliser dans du sourcing, mais il me semble que c'est une compétence qui est très transposable. Donc, quelqu'un qui part de zéro, on fait quoi?
C'est une excellente question. Elle est dure, hein, cette question, parce qu'on a tellement l'habitude du copywriting pour la plupart d'entre nous qu'on se la pose plus. Si tu sais pas répondre, je peux dégainer en premier si tu veux. Franchement, j'aurais peu de valeur ajoutée à part aller déjà commencer par vous renseigner, lire énormément d'articles spécialisés. Personnellement, je fais beaucoup de choses par bon sens. Je considère que se poser les bonnes questions à soi-même, essayer d'aller lire des mauvais messages qu'on reçoit et des bons versus des bons messages de démarchage, essayer de comprendre pourquoi c'est des bons messages, c'est déjà très important. Et plus tous les petits tips, on va dire, que j'ai donné plus tôt, je pense que ça permet déjà de mettre pas mal le pied à l'étrier. Mais un parcours de formation, franchement, vas-y, tu vas m'apprendre des choses là. Je sais pas si je vais t'apprendre, mais je peux te dire c'est quoi, parce qu'on m'a déjà posé la question. Fun fact, j'ai eu la question juste avant qu'on démarre l'interview, donc là je suis bien dessus. Première chose, si vous aimez lire les bouquins, The Boron Letters, je le fais en version accent très français pour qu'on n'écharpe pas le truc, donc The Boron Letters, les lettres de Boron, c'est très très bien parce que c'est facile à lire et c'est hyper agréable, et il n'y a pas trop le côté trop comment je pourrais dire ça, ouais, compliqué que peut être le copywriting parfois, où le truc est très structuré, très machin. Là, c'est assez agréable à lire, et tout le bon sens du copywriting va être là-dedans. Si vous voulez aller plus loin, vous vous débrouillez pour trouver le bouquin Breakthrough Advertising, qui a la particularité d'être le seul bouquin que je connaisse qui n'existe en version payante qu'à 500 €. C'est un bouquin à 500 balles. Je ne peux pas vous conseiller de l'acheter à 500 balles. Je peux essayer de vous conseiller de trouver une version alternative, un résumé, ou voilà, je ne dirai pas ce que je veux, voilà, mais un PDF. Donc ça, déjà, si vous avez lu ça, vous avez 90% des fondamentaux qu'il vous faut. Après, moi, je vous conseille 2 trucs. Vous suivez plein de gens qui écrivent bien sur LinkedIn, parce qu'il y en a plein. Je vais pas vous faire une liste, mais il y en a plein dans plein de styles différents, et ça va vous donner un peu une habitude de voir ça. Et 2, si vous êtes courageuse ou courageux, vous commencez à écrire sur LinkedIn vous-même, parce que vous allez vite voir ce qui marche et ce qui marche pas du tout. Vous allez voir quand votre message est trop confus, vous allez voir quand vous mettez trop de mots dans vos phrases, et pour terminer sur le parcours de formation, une règle qui est simple, c'est écrivez comme vous parlez, mais pas de manière familière. Donc là, voilà, si je devais écrire du copywriting, j'écris à peu près comme je parle à Louise aujourd'hui. Je suis pas vulgaire, je suis pas grossier, je suis pas familier de manière déplacée, parce qu'avec Louise, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Mais par contre, je ne suis pas guindé non plus. Les personnes que vous contactez, vous pouvez les contacter à peu près de cette manière-là, me semble-t-il. Et ensuite, après, le copywriting, c'est beaucoup une question de simplification du message. Donc, je vous donne quelques petits tips en passant. Un message égale une idée, point. Donc on va appeler un call to action en général. Vous avez un message, qu'est-ce que la personne est censée faire avec ce message. Donc si vous contactez un message et le but du jeu c'est de leur présenter une offre, j'en sais rien moi, ça peut être bonjour, gna gna gna, quelque chose, veux-tu voir l'offre, ou en cas essayer de vous faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Et en termes d'écriture pure et dure, essayez de muscler votre habitude de simplification. Donc regardez si vous pouvez pas transformer 15 paragraphes en 3, regardez si dans un paragraphe vous pouvez pas couper 2 phrases sans lesquelles le truc tient toujours, vérifiez si vous pouvez pas faire des phrases plus courtes et utiliser des mots plus courts. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez vous rendre compte que en vrai, vous pouvez aller beaucoup plus rapidement au but, et donc avoir un message qui est beaucoup plus facile à intégrer et à lire, notamment pour des profils qui reçoivent des tonnes et des tonnes de demandes, et ce qui vous fait quelque part passer devant les autres, quoi. C'est hyper intéressant, j'ai appris des choses. arrête. Donc voilà, ça c'est copywriting. De toute façon, effectivement, de base, vous utilisez le mot-clé et débrouillez-vous, vous allez bien réussir à vous former. En termes de tools, pour lancer les campagnes, on utilise quoi ? Oui. Alors ça c'est une excellente question. C'est peut-être le plus important, c'est vraiment ce qui va vous permettre de faire la différence. Concrètement, pourquoi je vois une valeur ajoutée à utiliser des outils qui vont permettre d'automatiser les prises de contact? Tout simplement parce que pour le coup, l'outil le fera mieux que vous. Honnêtement, dans tout process répétitif dans lequel il y a une variable humaine trop importante, il y a forcément une variable d'erreur. Même si vous êtes la personne la mieux organisée de la Terre et que vous mettez des reminders dans tous les sens sur vos agendas, etc., à un moment ou à un autre, s'il n'y a pas une méthodologie
concrète et si on n'a pas un outil qui nous aide à faire ces relances de façon automatisée, etc., on risque d'oublier des candidats, on risque de commencer à courir sur son LinkedIn ou sur sa boîte mail pour aller répondre à des personnes qui nous ont répondu tout de suite, et puis petit à petit, on va être noué dans un flot de messages, etc., et on risque de perdre un petit peu le contrôle. Donc, sachez que la méthode que je vous ai partagée, en fait, elle est constituée de grandes étapes. On peut la complexifier énormément de plein de façons différentes. Donc déjà, concernant les outils, on peut contacter des personnes et faire de l'automatisation dont on appelle monocanal par opposition à du multicanal. Donc concrètement, quand on va contacter des personnes de façon monocanal, ça va être sur un seul canal de communication. Donc imaginons que je souhaite rentrer en contact avec toi, Alexis. Je vais utiliser par exemple que ton portable ou que ton mail ou que ton LinkedIn. Et je vais automatiser ces relances espacées de plusieurs jours entre chaque sur le même canal. Donc, pour des outils comme LinkedIn, on peut tout à fait utiliser un outil qui s'appelle Linked Helper, qui fait ça très bien. Phantom Buster aussi permet d'utiliser des mini-flows. Et pour automatiser des envois de mail, alors là, il y en a, je ne vais même pas rentrer dans les détails, il y a des centaines d'outils d'envoi de mail qui vous permettent de programmer des relances, etc. Ensuite, pour ce qui est de faire du multicanal, donc là, c'est autre chose. Concrètement, j'adore cette approche et quand je l'ai découverte, ça a vraiment stimulé toute ma curiosité et le côté geek en moi. C'est qu'on part du principe, donc pourquoi faire du multicanal? Donc concrètement, on va contacter des personnes sur plusieurs canaux de communication différents. Et on va le faire parce qu'on part du principe qu'une personne qui ne répond pas, on ne peut pas déduire grand-chose du fait qu'elle ne réponde pas à notre message. C'est-à-dire que ça peut être une combinaison de facteurs très divers. Ça peut être qu'elle n'est pas disponible à ce moment-là, qu'elle a oublié, que votre message lui a pas plu, ou tout simplement qu'elle l'a jamais ouvert ou jamais regardé parce que c'est pas le bon canal de communication sur laquelle l'appeler. Imaginons, moi par exemple, j'ai horreur des personnes qui m'appellent sur mon portable perso, qui vont scraper cette donnée sur mon LinkedIn et qui vont ensuite me contacter. Donc par défaut, je ne réponds pas, je bloque les appels, etc. Par contre, quand on m'écrit sur LinkedIn ou quand on m'écrit par mail, je réponds toujours parce que je trouve que c'est moins invasif. Mais c'est basé sur rien du tout, c'est entièrement personnel. Donc, les personnes que vous allez contacter, je vous encourage déjà à les contacter sur le canal sur lequel elles semblent le plus actives. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de façons de le savoir parce que chaque individu est différent, mais on va dire que chaque grande population a ses petites habitudes. Ensuite, si vraiment vous voulez faire l'expérience du coup de faire du multicanal, vous pouvez tout à fait programmer des séquences qui vont commencer par exemple par une invitation LinkedIn, puis un premier message sur LinkedIn, puis si après X nombre de jours la personne ne répond pas, alors on va switcher par mail parce qu'on se dit en fait cette personne-là, le LinkedIn c'est peut-être pas le meilleur endroit sur lequel le contacter, donc on va lui écrire par mail une fois, deux fois, trois fois, et puis si on voit que le mail est ouvert mais qu'on nous a pas répondu, on se dit c'est peut-être le bon canal, mais du coup il faut persévérer, ou alors si on voit qu'il y a vraiment eu, si on traque les ouvertures de mail, les clics, on se dit en fait nos mails ne sont même pas ouverts, soit ils sont tombés dans les spams, soit elle l'a pas vu, dans tous les cas c'est pas le bon canal, et on va peut-être switcher comme ça, et en fait on va faire des hypothèses et on va faire toute une chaîne d'actions répétées qui vont nous permettre d'un moment ou à un autre s'assurer que notre message il a été bien reçu. C'est un peu comme on envoie une sorte de pigeon voyageur, on ne sait pas trop s'il arrive, on ne sait pas trop ce qui est au final ce que les personnes font ou ne font pas de nos messages. En tout cas, pour multiplier nos chances que notre message leur parvienne, on va switcher de canaux de communication. Et donc pour faire ça, bien évidemment, encore une fois, c'est faisable à la main, mais là on rentre dans quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais vous pouvez le faire avec plusieurs outils. Donc là, je vais vraiment faire honneur aux outils français, puisque je vais vous en citer qu'un seul qui n'est pas français, mais parmi les personnes qui font ça très bien, il y a LGM, donc LGM acronyme pour la Growth Machine, growth comme la croissance. On a Wallaxy, il y a une nouvelle app qui s'appelle Léonard aussi qui vient de sortir, qui fait ça très bien. Et on a HireSuite CRM aussi qui a une approche un petit peu différente, mais qui permet quand même de contacter des personnes sur plusieurs endroits. Et il y a aussi d'autres outils américains, anglo-saxons, etc. J'en ai un en tête qui s'appelle GEM, comme une pierre, GEM. Mais on va essayer de faire tourner l'économie française. Petite pensée, parce que c'est que des super outils, tout ça, effectivement. Exactement, c'est des super outils qui en fait vont
vous automatisez une tâche des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée pour vous. Un recruteur en interne, quand on l'a recruté chez Guardian, qu'on a pris le temps de l'onboarder, etc., qui se plaît chez nous, sa valeur ajoutée, ça va être dans la connaissance du marché, ça va être dans la compréhension du personnel, la façon dont il va écrire ses messages, etc. C'est vraiment quelque chose d'entre guillemets d'assez fin. Et tout ce travail-là, ensuite, de prise de contact et de relance, faire des copier-coller à la mano, mais ça n'a absolument aucune valeur ajoutée. Et donc, surtout qu'on se plante. Tu as raison, on se plante. On peut copier-coller le mauvais message, on peut perdre le contrôle de son temps, etc. Et au final, on est frustré, on n'arrive pas à générer des candidats, etc., etc. Donc l'idée, ça reste d'automatiser le plus possible, dans une certaine mesure, hein, toujours pareil, dans la mesure dans laquelle c'est bien maîtrisé. Et il y a des safeguards aussi à utiliser, plein de petits tips pour pouvoir faire de l'automatisation de façon correcte et bien employée. Et voilà. Et pour vous faire, le but, c'est de vous faire, entre guillemets, encore une fois, gagner votre temps et gagner en sérénité d'esprit aussi. Surtout, on sait que nos campagnes, elles tournent sur le côté. Ça nous permet d'aller se concentrer sur d'autres tâches, faire passer des entretiens, etc., etc. Et encore une fois, on essaye d'éviter le plus possible de switcher de contexte tout le temps. On va travailler de façon séquentielle. C'est très, très, très important. Et donc, ce qui va nous permettre, une petite métrique en interne qu'on a, qui va nous permettre de s'assurer qu'on remplit nos 4 à 6 postes, c'est que si on lance 2 campagnes par semaine, donc on va contacter 2 personnages différents par semaine, cette campagne va tourner pendant environ une semaine. Si on espace 3 relances de 2 à 3 jours chaque, ça fait environ entre 5 à 8 jours ouvrés à la louche. Et donc, on a besoin qu'une campagne se termine, bien évidemment. On n'a pas envie qu'elle dure dans le temps pendant des mois et des mois. On a envie qu'à un moment donné, elle se termine. Et ça va nous permettre d'un coup, quasi mécaniquement, en fait, de remplir petit à petit nos pipes de recrutement pour pouvoir switcher d'un rôle à un autre de façon très sereine, en n'étant jamais débordé, en gardant le contrôle sur son sourcing. Et voilà, ça nous permet de ne pas être au four et au moulin en même temps, mais d'être au four pour contacter des personnes. Puis aller au moulin pour aller passer des entretiens, faire des réunions avec nos hiring managers, suivre nos objectifs, etc., etc. Et du coup, la stratégie quand tu es sur quelque chose de moins masse, moins volume, c'est un dérivé de celle-là ou c'est quelque chose qui n'a rien à voir? Non, ça reste un dérivé. En fait, c'est effectivement... alors, je voulais vous parler de 2 méthodes. La première, effectivement, c'est quand on va faire du volume. Donc, on va faire du volume sur des postes sur lesquels on arrive à piocher dans des populations qui soient assez importantes. Pour des postes très spécialisés, sur lesquels on sait qu'il y a peu de personnes et que ces personnes-là ont des pouvoirs d'influence importants. Et si on leur contacte en leur disant pas des choses très quali, entre guillemets, on risque là vraiment de se faire un peu red flaguer, d'avoir en tout cas d'entamer un petit peu notre réputation, et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Et donc pour les postes un petit peu plus complexes, on va passer par les mêmes étapes. On va construire une audience, mais cette audience, elle va être beaucoup plus petite. Elle va être peut-être d'une vingtaine, d'une trentaine de personnes. On va faire toujours l'hypothèse quand on construit plusieurs audiences, d'ailleurs, parce que la première audience et la première campagne que vous allez faire, elle va peut-être pas vous permettre de générer suffisamment de candidats. Vous avez peut-être besoin d'en faire une deuxième ou une troisième. Donc d'ailleurs, la première petite aparté, on va juger qu'elle est pertinente si vous avez beaucoup de réponses, qu'elles soient positives ou négatives, mais si les gens vous répondent de façon respectueuse et qu'ils vous remercient de les avoir contactés. Si vous avez vraiment aucune réponse, soit c'est pas du tout les bons canaux de communication, soit vraiment c'est des mauvais messages envoyés à des mauvaises populations, entre guillemets. Et donc dans ces cas-là, on va faire des hypothèses, d'où la stratégie de sourcing. On va peut-être faire 2-3 stratégies de sourcing différentes pour un même poste, et ensuite on va aller tester campagne numéro 1, puis campagne numéro 2, puis campagne numéro 3 si jamais les 2 premières n'ont pas générer suffisamment de volume. Et donc ensuite, quand on va adopter une stratégie beaucoup plus personnalisée, donc là on va faire des tailles d'audience qui sont beaucoup plus faibles, et on va leur écrire un contenu qui va être adapté. Donc encore une fois, là on va augmenter la personnalisation, puisqu'il y a forcément une partie du message qui va être applicable à toutes les personnes que vous allez contacter, mais il y a une partie du message qui va pour le coup être applicable uniquement au parcours très personnel d'une personne. Et là, l'idée, c'est d'expliquer à cette personne pourquoi vraiment on pense qu'elle a les compétences pour venir chez nous, quelle va être la valeur ajoutée qu'elle va nous amener, pourquoi on a besoin d'elle, etc., etc. Et donc, dans ces cas-là,
on va faire des choses du coup fatalement à la main, en tout cas pour ce qui est des premiers contacts. Après, vous pouvez toujours automatiser les deuxième, troisième relances qui soient les mêmes pour tout le monde, et vous pouvez le faire sur du monocanal ou du multicanal, et vous pouvez encore complexifier tout ça en rajoutant ce qu'on appelle des identités, à savoir, imaginons, moi, Louise, en tant que Head of Talent Acquisition, je recrute un futur VP chez Geek Guardian. Bon, voilà, certainement que cette personne, les personnes que je vais contacter, répondront ou pas au message que je vais leur envoyer suivant l'attrait que ça représente pour leur parcours. Et pour multiplier mes chances d'avoir une réponse, je peux tout à fait embarquer un de mes co-founders et faire en sorte que un des messages qui partent viennent de leur profil LinkedIn ou de leur boîte mail, etc. L'idée et alors ça, c'est une bonne pratique qui est applicable sur tous les rôles que vous recrutez, même en faisant de l'automatisation. De rajouter les futurs N+1 dans la boucle, etc. Ça aide en fait à renforcer, à appuyer son message et ça a un impact positif. Donc on va dire qu'on repasse par les mêmes étapes, on va juste le faire de façon beaucoup plus personnalisée sur des plus petits échantillons de personnes. Il y a un calcul que tu as fait juste avant qui me semble très applicable dans l'autre sens sur la partie, maintenant que je vois l'approche que tu as de jouer sur le curseur de la personnalisation, en fait, en réalité, à travers les mêmes étapes. Tu disais, oui, 10 minutes à personnaliser un message, c'est pas beaucoup, mais si vous avez 100 personnes, ça fait 1000 minutes, c'est énorme. On peut l'envisager comme ça. Alors moi, c'est Oussama Ammar qui l'avait présenté de cette manière-là à l'époque du Startup Food, au tout début de The Family, etc. Et ça m'avait frappé parce que j'ai trouvé que c'était très très malin, et c'était à l'époque des growth hacks dans tous les sens, où on scrapait des bases de données cinglées, etc., où on avait pour le coup envie d'utiliser les outils à tout va, et il disait non mais attendez, si votre cible, votre audience, les gens à qui vous voulez parler, c'est 50 personnes, vous prenez votre téléphone et vous les appelez. Vous n'allez pas commencer à créer des machines de guerre pour tout automatiser pour un petit nombre de personnes. Et ce que j'aime bien, c'est que effectivement, on pourrait virtuellement considérer, ok, pour un poste, on a 500 minutes à allouer. Est-ce que je vais plutôt essayer de toucher 500 personnes sur lesquelles je vais passer une minute parce que je sais qu'il y a un vivier, que c'est machin, ou est-ce qu'il y a tellement que 3 personnes sur ce poste que je vais y passer 2 heures pour chacun, mais de toute façon, évidemment que je dois les passer. Auquel cas, on fait des trucs alambiqués, on fait intervenir le founder, on essaye de rencontrer dans un salon, pourquoi pas. Là, le niveau de personnalisation est sans fin après, mais j'aime bien cette approche-là qui va dépendre à la fois du côté critique du poste, de la taille du vivier, c'est un peu comme ça, quoi. Exactement, l'idée c'est de rester toujours pragmatique, quoi que vous fassiez de toute façon. Effectivement, créer des machines de guerre pour entre guillemets pour recruter peu de postes. Peut-être que les personnes qui nous écoutent sont pas forcément dans des entreprises qui ont tellement de croissance qui sont sûres de multiplier par 3 leurs rythmes de recrutement chaque année. Et donc dans ces cas-là, on peut tout à fait se satisfaire déjà d'une bonne méthodologie avec les bons reminders aux bons endroits, avec un certain temps alloué par poste. L'idée effectivement de toute façon, il faut toujours se demander, il faut toujours mettre mettre entre guillemets des objectifs en face de moyens qu'on a à nos dispositions. Et on peut pas faire des miracles de toute façon, et donc on va toujours essayer de rentabiliser bien sûr nos moyens pour faire en sorte qu'avec une certaine somme de moyens, on arrive à avoir les plus grands ROI possibles. Mais bon, écoute, Louise, c'était une masterclass. Moi, j'ai adoré. Non, mais vraiment. Et ça me permet, je le dis plein de fois et je le redis parce que c'est clairement ce qui transpire dans tout ce que tu viens de dire. Le futur des pratiques RH se situe dans le growth et le sales, parce que c'est la même chose. Vous l'avez bien compris, un outil comme Wallaxy au quotidien, c'est prévu pour aller chercher des prospects, hein. Et c'est pas très grave parce que chercher des candidats ou des candidates, c'est pareil. Et j'aime beaucoup moi considérer que toutes les personnes qui ne s'intéressent pas du tout à ce qui se passe en growth ou en sales et qui se disent bah non, les RH ça n'a rien à voir, vous vous coupez d'une source d'inspiration monstrueuse. Donc, moi j'aime beaucoup ton approche effectivement qui pioche à la fois dans des bonnes pratiques qui existent déjà tout en l'adaptant à un contexte qui est différent. Donc je répète, merci pour la masterclass, Louise. On passe tranquillement à la fin de l'interview. Tu connais les questions rituelles de fin. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on va se dire sur les tools RH? On a déjà partagé 45, mais on va trouver quand même. Il y a forcément des trucs un peu sympas qui sont pas ressortis, j'en suis sûr. Déjà,
on te retrouve où? On veut te parler, on te contacte comment? Déjà, on veut postuler chez Guide Guardian, comment on fait? Et surtout, on veut plutôt engager la discussion avec toi. Par quel canal? Alors, pour postuler chez Guide Guardian, c'est facile. Vous vous rendez sur notre site internet, donc Git comme GitHub, comme le protocole, et Guardian, Guardian, comme un gardien en anglais, donc guideguardian.com, ou sur notre page Welcome to the Jungle. Et ensuite, pour rentrer en contact avec moi, vous pouvez m'écrire tout simplement sur LinkedIn. Voilà, je vous répondrai avec plaisir. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un livre, un podcast ou un blog que tu aimerais recommander aux auditeurs et auditrices? Oui, il y en a plein. Il y a un podcast que j'adore, qui est un podcast américain qui est produit par une radio qui s'appelle NPR, que certains d'entre vous doivent connaître, et qui s'appelle How I Built This par Guy Raz, et qui concrètement interviewe énormément de fondateurs d'énormes scale-up américaines qui sont pour la plupart devenues des boîtes cotées d'ailleurs, et qui reviennent sur leur parcours entrepreneurial. C'est vraiment génial. Et en termes de livres, alors pour le recrutement, il y a Full Stack Recruiter qui est vraiment la bible des recruteurs, qui n'est disponible qu'en anglais, mais c'est vraiment littérature startup très actionnable, phrases très courtes, qui présente énormément d'outils. C'est très facile, on y revient souvent. C'est comme un livre de chevet. Moi, je l'ai tout le temps à côté de moi. Et un autre livre que j'ai adoré lire pendant le premier confinement, qui s'appelle Never Split the Difference en anglais, ou Ne coupez jamais la poire en deux, de Chris Voss, qui est un ancien négociateur du FBI qui négociait pour des prises d'otages et qui a écrit un livre sur la négociation, et c'est génial. C'est hilarant à lire. Et en plus, c'est pareil, c'est hyper actionnable et c'est devenu un petit jeu personnel. Je négocie toujours tout, même en vacances. Et voilà, c'est vraiment un petit plaisir perso, voilà, en mettant en pratique sa méthode. C'est très, très drôle à faire. Pour tous les commerciaux qui peut-être nous écoutent, c'est vraiment un must-read. Oui, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. Ah oui, effectivement. Ouais, je l'ai lu aussi. J'ai lu en livre audio, il existe en livre audio sur Audible. Je savais pas. Donc, sachez-le. Il y a des tools dont on n'a pas parlé, il y en a plein dont on n'a pas parlé, mais un ou deux qui sortent peut-être un peu de la séquence, mais qui sont utiles au quotidien, ou est-ce qu'on dit qu'on va remettre là la liste et puis... C'est une bonne question. On n'a pas parlé d'ATS. Ouais, t'as une préférence sur l'ATS? Non, j'ai pas vraiment de préférence sur les ATS. J'utilise Tim Taylor, qui est un ATS d'origine suédois, qui fonctionne très bien personnellement. Mais on aurait pu tout à fait en souscrire à d'autres aussi, qui s'équivalent. Pareil, c'est un marché assez mature. Non, je pense que côté outils, on a beaucoup fait le tour. On a fait dans lequel on pourrait faire un épisode entier dédié juste à ça. Je pense qu'on est. Ok. Et enfin, tu connais notre tradition préférée dans ce podcast parce que toi-même tu en viens. C'est l'ami Léo Bernard qui nous a présenté, qui au moment de choisir qui est la personne la plus incroyable de son entourage, c'est toi qui tombes. Donc c'est te dire si moi j'ai hâte de savoir qui est la personne la plus incroyable de ton entourage. Tu l'as compris, si tu es à ma place, tu passes le micro à qui? Alors je recommanderais certainement Stella Walter, qui est VP People chez Luco, qui est une fille vraiment géniale, et je crois que tu n'as pas fait d'épisode avec elle encore. Le Luco de l'assurance. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Et qui est vraiment super. Et donc voilà, je ne peux que te recommander d'échanger avec elle. Voilà. Stella, tu nous écoutes déjà, première chose, au moment où Louise doit identifier parmi plusieurs personnes qui est la personne la plus incroyable. C'est toi, Stella. Et d'autre part, tu es évidemment la bienvenue sur le podcast du Human Factor de Yann Hiro. Donc, rentrons en relation, discutons, voyons si on va faire un super épisode. J'espère que les auditeurs et auditrices ont aussi hâte que moi. Louise, c'était un plaisir de terminer cette semaine à tes côtés. Parce que pour moi, il est vendredi 18h30, donc je vais aller faire autre chose que du Yann Hiro ou que du Human Factor. Et c'était vraiment une manière parfaite de terminer. Donc, écoute, encore un grand merci pour ton temps et à la prochaine. Merci à toi, Alexis. C'était un vrai plaisir. C'était mon premier podcast, donc j'étais vraiment ravie de le faire avec toi. Bon week-end. Salut. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yanhiro.co.